Chunk 1 et je dis merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au Rock and Roll Hall of Fame. Répétez ça. Il y a longtemps, Neverland était le foyer ultime de la plus grande star du monde. Il contenait des manèges, des animaux de compagnie et le genre de magie que tout le monde ne peut que lire dans les films. Cependant, aujourd'hui, les portes sont fermées, les manèges sont à l'arrêt et les rires qui résonnaient autrefois sur le terrain ont disparu. La situation est comme s'il s'agissait d'un magnifique château de contes de fées que personne n'ose occuper. Comment l'un des rois de la pop lui-même est-il devenu si vide, si intact ? C'est la question que les gens se posent depuis des années. Les débuts et la carrière de Michael Jackson. La vie de Michael Jackson a commencé loin des projecteurs de la célébrité. Il est né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, dans une maison de 2 chambres sur Jackson Street. Michael était le 8e enfant sur 10 dans la famille Jackson et les choses à la maison étaient difficiles et serrées. Sa mère, Catherine, adorait la musique. Elle jouait d'instruments tels que la clarinette, le piano et le violoncelle et aspirait à devenir chanteuse de country. Son père, Joe Jackson, était grutier et travaillait de longues heures, mais son père aimait aussi la musique et avait le passe-temps de jouer de la guitare dans un groupe de R&B local. Michael a été élevé avec ses frères et sœurs. Il avait 3 sœurs, Rebbie, Latoya et Janet, et 5 frères, Jackie, Tito, Germaine, Maron et Randy. Malheureusement, le jumeau de Marlene, Brandon, est décédé peu après sa naissance. Très tôt, Joe a préparé ses enfants à la musique. 1964, lui, Jackie, Tito et Germaine ont formé un groupe connu sous le nom de Jackson Brothers. Michael et Marlene ont commencé comme musiciens de session jouant des percussions. Il n'a pas fallu longtemps avant que les capacités naturelles de Michael ne soient mises évidence. 1965, il partageait le chant principal avec Germaine et le groupe a été rebaptisé Jackson 5. Cette année-là, ils ont remporté le premier prix d'un concours de talent local avec Michael, qui dominait avec sa danse sur Barefoot de Robert Parker et chantant My Girl de The Temptations. Les Jackson 5 se sont rapidement fait connaître dans le Midwest, jouant dans des clubs et des fêtes. Ils se sont même produits dans des établissements tels que des bars à cocktails et des clubs de striptease, des environnements moins adaptés aux familles, mais qui faisaient partie du travail acharné de la musique. Leur percée 1967 est survenue lorsqu'ils ont participé à la soirée amateur au théâtre Apollo de Harlem, une étape importante pour tout aspirant artiste. 1968, ils ont sorti leur premier single Big Boy sur un label mineur et peu de temps, Motown Records frappait à leur porte. Chunk 2, Diana Ross les a mis sur le devant de la scène 1969 et les Jackson 5 étaient instantanément partout. Michael, qui n'avait que 11 ans, est devenu le visage du groupe. Avec sa voix aiguë, son énergie incroyable et sa présence naturelle sur scène, il a rapidement été qualifié d'enfant prodige. 1970, leur tube I Want You Back est monté flèche à la première place du Billboard Hot 100, suivi de ABC, The Love You Save et I'll Be There. Les Jackson ont officiellement percé, devenant l'un des premiers groupes afro-américains à faire irruption dans la culture pop grand public d'une manière aussi importante. Même s'il était à la tête du groupe, Michael a commencé une carrière solo chez Motown. Entre 1972 et 1975, il a sorti 4 albums solo dont Got to Be There et Ben. Sa voix douce a popularisé des tubes tels que Rockin' Robin. Pourtant, les Jackson 5 restaient agacés par Motown car ils avaient peu de contrôle sur leur musique. 1975, le groupe a rejoint Epic Records et s'est rebaptisé The Jacksons. Michael, maintenant adolescent, grandissait tant que chanteur et compositeur. À cette époque, il est également apparu dans le film The Wiz 1978 où il a rencontré Quincy Jones. Cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Avec Jackson, ils ont collaboré sur son album de 1969, Off the Wall, qui a produit des classiques tels que Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You. Il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et lui a valu un Grammy. Mais Off the Wall n'était que le début pour Michael. Il croyait avoir des aspirations encore plus grandes à poursuivre. Accident de Pepsi et Victory Tour.
Michael Jackson était au sommet de sa gloire janvier 1984 lorsqu'il a accepté d'apparaître dans une publicité Pepsi avec ses frères à l'Auditorium Shrine de Los Angeles. Le tournage devait être facile, une scène de concert fictive remplie de fans hurlants, de pyrotechnie et d'autant d'excitation que dans un véritable spectacle des Jackson. Mais tout a mal tourné. Lors d'une des répétitions, la pyrotechnie a mal fonctionné et des étincelles ont mis le feu aux cheveux de Michael. Devant le public, sa tête a flambé. Il s'est retrouvé avec des brûlures au 2e degré sur le cuir chevelu jusqu'à ce que des membres de l'équipe interviennent pour éteindre les flammes. Cela lui a laissé des cicatrices et a nécessité des traitements pour masquer la blessure. C'est aussi à cette époque qu'il a subi une autre rhinoplastie pour réparer son nez. Pepsi a rapidement réglé le problème avec Michael et lui a versé 1,5 million de dollars. Mais au lieu d'utiliser l'argent pour lui-même, il l'a donné au Broadman Medical Center de Culver City, Californie. L'hôpital a même nommé le Michael Jackson Burn Center son honneur. Chunk 3. Bien qu'il soit maintenant fermé, même l'accident n'a pas conduit Michael à mettre fin à sa relation avec Pepsi. Fait, à la fin des années 1981, il a même signé un autre accord énorme avec eux, d'une valeur de 10 millions de dollars pour soutenir son album Bad et sa tournée mondiale. Cette collaboration a atteint 20 pays et a été l'un des plus importants contrats de célébrité de l'époque. Michael a également collaboré avec d'autres entreprises telles que LA Gear, Suzuki et Sony, mais jamais dans la même mesure qu'avec Pepsi. La même année, les Jackson ont lancé le Victory Tour, leur dernière tournée ensemble tant que groupe familial. Plus de 2 millions de fans à travers les États-Unis y ont assisté et les concerts ont également donné à Michael la chance d'interpréter son nouveau matériel solo direct. Mais la tournée n'était pas sans problème. Il y a eu des réactions négatives concernant la façon dont les billets étaient vendus, les critiques affirmant que les prix étaient trop élevés et les ventes trop restreintes. Pour faire taire le tollé, Michael a donné la totalité de sa part des bénéfices de la tournée, estimés entre 3 et 5 millions de dollars, à des œuvres caritatives. La tournée s'est terminée décembre 1984 au Dodger Stadium de Los Angeles. Lors du dernier spectacle, pendant l'interprétation de Shake Your Body, Michael a choqué la foule, leur disant qu'il quittait les Jackson. C'était un adieu émouvant et la fin de son aventure avec ses frères et le début de sa concentration exclusive sur sa carrière solo. Couleur, critique et le roi de la pop. Au milieu des années 1980, les fans ont commencé à observer que la peau de Michael Jackson s'éclaircissait. Adolescent et enfant, sa peau était d'un brun moyen foncé, mais au fil des ans, elle est devenue plus claire, alimentant d'innombrables spéculations selon lesquelles il blanchissait son teint. La réalité était plus complexe. Son dermatologue, le Dr Arnold Klein, révélera plus tard que Michael souffrait de vitiligo, une maladie auto-immune dans laquelle des plaques de peau perdent leurs pigments, et de lupus. Il a été initialement diagnostiqué en 1983 et les symptômes du vitiligo sont devenus plus apparents en 1986. Des taches irrégulières sont fréquemment causées par le vitiligo et elles sont très pénibles. Afin d'équilibrer son teint, Michael appliquait du maquillage et peut-être des crèmes sur ordonnance. Les crèmes et le maquillage lui donnaient une peau beaucoup plus pâle. Michael a nié avec véhémence avoir blanchi intentionnellement sa peau. Il a déclaré une fois « Quand les gens inventent des histoires selon lesquelles je ne veux pas être qui je suis, cela me blesse. » À cette époque, il est devenu un bon ami de Klein et de son assistante Debbie Rowe, l'épousant plus tard comme sa deuxième femme et donnant naissance à ses 2 premiers enfants. Michael a fréquemment enduré des rumeurs sur son apparence. Il a avoué 2 opérations du nez et une chirurgie du menton fendu dans son autobiographie et une interview de 1993, mais a affirmé que c'était tout. Il a cité son physique chétif comme le résultat d'avoir changé ses habitudes alimentaires afin d'avoir un corps de danseur. Cependant, tous ceux qui le connaissaient observaient également ses épisodes vertigineux et sa perte de poids rapide, et ils se demandaient s'il luttait contre l'anorexie lorsqu'il est mort. Chunk 4, sa mère Catherine a affirmé qu'il avait initialement subi des interventions cosmétiques
parce qu'il ne voulait pas ressembler à une vache tachetée et qu'elle pensait qu'il avait subi plus d'opérations qu'il ne l'avait avoué. La presse aimait aussi exagérer les rumeurs. Les tabloïds ont rapporté 1986 qu'il dormait dans une chambre à oxygène hyperbare pour ralentir le processus de vieillissement. Michael a rejeté la rumeur, mais a reconnu qu'il avait pensé que cela pourrait être bon pour lui. D'autres rumeurs étaient une thérapie hormonale pour maintenir sa voix aiguë, une proposition de mariage à Elizabeth Taylor, et même la tentative d'acheter le squelette de Joseph Merrick appelé l'homme éléphant. La plupart d'entre elles ont été rejetées par son manager Frank Dio, mais le mal était fait. La même année, les médias britanniques l'ont surnommé Wacko Jacko, un surnom qu'il abhorrait. L'épithète est restée pendant des années et était imprégnée de connotations racistes. Michael, cependant, a continué à travailler, collaborant avec George Lucas et Francis Ford Coppola sur le court-métrage 3D Captain EO à Disneyland. Privé, il luttait également avec sa foi. Tant que témoin de Jéhovah, il allait parfois secrètement de porte à porte pour faire du prosélytisme. 1987, cependant, des témoignages rapportent qu'il s'était discrètement éloigné de l'Église, parti à cause de la désapprobation de certains membres de l'Église à l'égard de la vidéo de Thriller. Scandale, stress et mariage orageux. 1993, la vie de Michael Jackson a été changée à jamais. Il a rencontré Jordan Chandler, 13 ans, par l'intermédiaire de la famille du garçon, mais la situation s'est rapidement détériorée, un scandale. Evan Chandler, le père de Jordan, a accusé Michael d'avoir abusé de son fils. Un appel téléphonique secrètement enregistré a révélé qu'Evan menaçait de détruire la carrière de Jackson à moins qu'il ne soit payé des millions. Initialement, Jordan lui-même a déclaré aux autorités qu'aucun abus n'avait eu lieu, mais une fois que les avocats se sont impliqués, les accusations ont augmenté et Evan a demandé 20 millions de dollars. Lorsque Michael a refusé, les accusations ont été rendues publiques. La police a perquisitionné le ranch Neverland et a interrogé des centaines d'enfants, mais aucune trace d'abus n'a jamais été découverte. Une fouille à nu de Michael a été ordonnée plus tard, mais le garçon ne correspondait pas à la description. Pourtant, les allégations ont fait la une des journaux. Au début de 1994, l'équipe de Michael a accepté un règlement civil d'environ 18 millions de dollars pour mettre fin à l'affaire, bien que cela n'ait pas empêché les procureurs de continuer à enquêter. Finalement, après des mois d'audience et plus de 400 témoins, un grand jury n'a trouvé aucune preuve et l'affaire a été close 1994. Pourtant, les dommages à la réputation de Michael ont été énormes. Le stress du scandale pesait lourdement sur lui. Il prenait déjà des analgésiques après des opérations du cuir chevelu suite à son accident avec Pepsi plusieurs années auparavant et pendant cette période, il est devenu dépendant. Chunk 5, novembre 1983, il a reporté le reste de sa tournée mondiale dangereuse, déclarant qu'il devait se concentrer sur sa santé et sa réadaptation. Souillant la réputation de cette tempête, il y avait la vie amoureuse de Michael. Il a épousé Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, 1994, quelques mois seulement après avoir réglé l'affaire. Les médias l'ont rapidement qualifié de coup de publicité, déclarant que c'était son moyen de redorer son image. Le mariage n'a pas duré 1 an et demi avant de se dissoudre dans le divorce 1996. Lisa Marie avouera plus tard qu'ils ont essayé de se remettre ensemble à plusieurs reprises par la suite, mais rien n'est sorti. Peu de temps après, Michael a épousé Debbie Rowe, une infirmière qui travaillait au cabinet de son dermatologue. Leur mariage était plus discret, mais tout aussi inattendu. Debbie était enceinte avant leur mariage 1996 et les deux ont eu 2 enfants ensemble, Prince et Paris. 2000, ils se sont séparés, Debbie donnant à Michael la garde complète, bien que plus tard, elle soit retournée au tribunal suite à de nouvelles allégations 2004. Entre les scandales, les affaires judiciaires, les mariages ratés et l'examen constant des médias, la vie personnelle de Michael dans les années 90 était autant un feuilleton que sa carrière musicale était une légende. Les scandales ne se sont jamais vraiment dissipés et il le suivrait pour le reste de sa vie. Argent, problème, plan de retour et This Is It. Après son procès 2005, Michael Jackson s'est retiré de la vie publique.
Il s'est installé à Bahreïn, joint tant qu'invité de Sheikh Abdullah. Les fans pensaient qu'il reprendrait sa carrière musicale à Bahreïn et il a même signé un contrat avec une nouvelle maison de disques nommée Two Seas Records. Mais rien ne s'est concrétisé et à la fin de 2006, il n'était plus associé à eux. Privé, Jackson luttait contre de graves problèmes financiers. Il était au bord de la faillite, impliqué dans des dizaines de poursuites et endetté envers des banques et du personnel qui n'avait pas été payé. Pour se maintenir à flot, Jackson a été contraint d'utiliser son atout le plus précieux, sa participation dans le catalogue musical ATV, qui détenait les droits sur la musique des Beatles comme garantie pour d'énormes prêts. 2006, il a contracté 300 millions de dollars de prêts supplémentaires pour refinancer sa dette, mais avec le privilège supplémentaire de permettre à Sony d'acheter une participation dans son catalogue. À cette époque, il a fermé la maison principale du ranch Neverland et ne l'a plus jamais occupée après son acquittement. À l'été 2006, Jackson s'est installé Irlande où il a secrètement collaboré sur de nouveaux morceaux avec des producteurs tels que Will. Novembre, il a assisté aux World Music Awards à Londres, où il a fait une rare apparition sur scène, se produisant pendant quelques minutes et recevant un prix pour avoir vendu plus de 100 millions de disques. Un mois plus tard, il est réapparu aux États-Unis, cette fois à Las Vegas. Il a également pris la parole aux funérailles de James Brown, prononçant un éloge funèbre larmoyant pour l'une de ses plus grandes influences. Aussi difficile que soient ses moments financiers, Jackson a quand même réussi à conclure des accords commerciaux importants. 2007, lui et Sony ont acheté une autre société musicale, Famous Music LLC, acquérant les droits sur des chansons d'artistes tels que Eminem et Beck. Il s'est également rendu au Japon où il a rencontré des troupes et des fans. Chunksys, à la fin de 2007, il travaillait toujours activement sur la musique, mais il n'y a jamais eu de nouvel album achevé. Jackson et Sony ont honoré le 25e anniversaire de Thriller avec une sortie spéciale 2008 intitulée Thriller 25. Il contenait des remixes de ses morceaux emblématiques et a été la dernière sortie majeure de sa vie. La même année, ses difficultés financières se sont aggravées. Son ranch Neverland a failli être saisi. Un accord de capital de colonie l'a sauvé de sa perte, mais au prix de l'abandon de la propriété dans une entreprise commune. Puis, mars 2009, Jackson a fait un retour force, une série de concerts intitulés This Is It à l'O2 Arena de Londres. Initialement prévue pour 10 spectacles, la demande était telle qu'elle a été augmentée à 50, vendant plus d'1 million de billets quelques heures. Jackson a répété à Los Angeles avec le chorégraphe Kenny Ortega, se préparant à ce qui était censé être son grand retour. Mais sous le battage médiatique, sa dette avait gonflé à près de 500 millions de dollars. Même ses paiements hypothécaires étaient retard. Néanmoins, Jackson espérait que cette tournée de retour et d'autres entreprises, telles qu'un nouveau disque, des films et même un musée inverseraient la tendance. La mort de Michael Jackson. Le 25 juin 2009, le monde a appris une nouvelle qui allait stupéfier des millions de personnes. Michael Jackson, le roi de la pop, était mort. C'était moins de 3 semaines avant que sa gigantesque tournée de retour ne commence à Londres. Tous les spectacles étaient déjà complets et les fans du monde entier attendaient avec impatience son grand retour sur scène. Mais au lieu d'une fête, le monde s'est réveillé avec une tragédie. Michael a passé ses derniers jours dans un manoir loué à Omni Hills à Los Angeles. Cet après-midi-là, Conrad Murray, son médecin personnel, lui avait administré un cocktail de médicaments puissants pour l'endormir. Du propofol, du lorazépam et du midazolam figuraient parmi les médicaments utilisés, des médicaments qui ne pouvaient jamais être prescrits dehors d'un hôpital. À 12h21, un appel frénétique au 911 a été passé. Comme Michael avait perdu connaissance, les ambulanciers sont arrivés quelques minutes et ont commencé immédiatement la RCR. Ils l'ont emmené au centre médical Ronald Reagan de l'UCLA, où les médecins l'ont soigné pendant plus d'1 heure, quoi qu'ils fassent qu'ils n'ont pas pu le ranimer. À 14h26, Michael Jackson a été officiellement déclaré mort.
La raison, une overdose de propofol. Dès que cette nouvelle a éclaté, Internet a littéralement explosé. Les fans ont afflué ligne pour obtenir des explications et quelques minutes, certains des plus grands sites web du monde ont commencé à planter. Même Google, Twitter et Wikipédia n'ont pas pu faire face à l'afflux de trafic. C'était un témoignage sans précédent de l'immense présence de Michael dans le monde entier. Channel 7, les chaînes de télévision ont immédiatement changé leur programmation. MTV, le réseau qui avait fait de Michael une icône mondiale, est soudainement revenu à ses débuts. Plutôt qu'une programmation de télé-réalité, ils ont commencé à diffuser des heures de ces vidéoclips originaux, rappelant à tout le monde le génie qui avait changé à jamais la culture pop. BT et de nombreux autres réseaux ont également diffusé des hommages spéciaux, diffusant ses meilleures performances et suscitant des réactions émotionnelles de célébrités qui, comme le public, ont été choqués par sa mort. La mort de Michael Jackson n'a pas simplement donné l'impression de la disparition d'une star, elle a donné l'impression de la disparition d'une époque. Il n'était pas simplement un autre musicien, il était celui qui avait transformé la musique, la danse et le divertissement d'une manière qui ne pourrait peut-être jamais se reproduire. Le silence qui a suivi son dernier souffle a été ressenti sur tous les continents, les gens pleuraient dans les rues, les stations de radio ont diffusé ses chansons non-stop et le monde entier a fait une pause pour pleurer l'homme qui avait été autrefois l'artiste le plus électrisant qui soit. Les adieux entendus dans le monde entier. Le service commémoratif de Michael Jackson a eu lieu le 7 juillet 2009 au Staples Center de Los Angeles. Sa famille avait auparavant organisé une petite cérémonie privée au Hall of Liberty du Forest Lawn Memorial Park. La demande pour le voir était immense. Plus de 1,6 million de fans ont demandé des billets, mais seulement 750 personnes ont été sélectionnées au hasard et ont reçu chacune 2 billets. La cérémonie a été l'un des hommages les plus regardés de l'histoire. Aux États-Unis seulement, environ 31,1 millions de personnes ont regardé et les estimations mondiales placent entre 2,5 et 3 milliards de téléspectateurs devant les télévisions. Ce n'était pas simplement un adieu, c'était un moment mondial de tristesse et de réminiscence collective. L'hommage a réuni certaines des plus grandes stars de la musique pour rendre hommage à Jackson. Mariah Carey, Stevie Wonder, Lionel Richie, Jennifer Hudson et même le nouveau venu Shahin Jafari ont interprété des hommages poignants sur scène. D'autres, comme des amis et des collègues, Smokey Robinson et Queen Latifah, ont prononcé de puissants éloges funèbres qui reflétaient l'impact de Jackson sur l'humanité et peut-être le moment le plus émouvant a été livré par Al Sharpton alors que la foule rugissait d'applaudissements et lui a fait une ovation debout lorsqu'il s'est adressé aux enfants de Jackson et a déclaré « Il n'y avait rien d'étrange chez votre papa. C'était étrange ce que votre papa a dû affronter, mais il l'a affronté quand même. » Le sentiment parlait directement des luttes que Jackson avait endurées au cours de sa vie. Mais le moment le plus émouvant du service a été lorsque la fille de Jackson, Paris, âgée de 11 ans, a courageusement pris la parole publiquement pour la première fois de sa vie. Elle a lutté pour réprimer ses larmes, parlant de combien elle aimait son père, et il n'y avait pas un seul œil sec dans l'assistance. L'hommage s'est terminé par une prière de Lucius Smith et le service s'est terminé sur une note émotionnelle. Enfin, le 3 septembre 2009, Jackson a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Californie, symbolisant la fin d'une époque mais cimentant également sa réputation de légende qui avait touché des milliards de cœurs. Chunk 8, le procès de Conrad Murray. Une fois Michael Jackson décédé, le monde a exigé des réponses. Il est mort subitement, laissant les fans dévastés, mais les laissant aussi se demander comment et pourquoi. Août 2009, cette question est devenue plus sérieuse lorsque le coroner du comté de Los Angeles a officiellement déclaré sa mort comme un homicide. Le rapport indiquait que ce n'était pas une cause naturelle ou un accident. C'était dû aux actions d'une autre personne. Cette personne était le docteur Conrad Murray, le propre médecin de Michael. Murray avait donné à Jackson des sédatifs tels que du propofol, un médicament généralement administré dans les hôpitaux pendant que les patients subissaient une intervention chirurgicale.
Une fois que les enquêteurs ont rassemblé les preuves, ils ont conclu que les actions de Murray avaient entraîné la mort de Michael. Le 8 février 2010, les autorités policières l'ont accusé d'homicide involontaire. L'affaire a fait le tour du monde. Les fans ont rempli le palais de justice, les agences de presse ont rapporté chaque étape. Et le procès ressemblait à un autre épisode de l'éclat perpétuel sur la vie de Michael. Lors des audiences, les procureurs ont dépeint un médecin désinvolte administrant des quantités dangereuses de médicaments à Jackson dans un environnement familial sans équipement adéquat pour le protéger. La défense a tenté de contrer, affirmant que Michael avait exigé le médicament de son propre chef, mais le jury n'a pas été convaincu. Fin 2011, Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le juge l'a envoyé détention sans caution, attendant le prononcé de la sentence. Le verdict était une bonne justice aux yeux de la plupart des fans de Michael. Bien qu'il soit également venu avec un goût doux amer, rien ne pourrait jamais ramener le roi de la pop. Fin de compte, Murray a été condamné à 4 ans de prison. Raison de la surpopulation carcérale et du bon comportement de Murray, cependant, il a purgé moins de la moitié de sa peine. Seulement 1 an et 11 mois plus tard, Murray a été libéré de prison. Une peine trop clémente, selon beaucoup, compte tenu de l'énormité de la perte. Michael Jackson était mort pour toujours et le monde a été laissé à pleurer alors que son médecin était libéré. Pourquoi personne ne veut posséder Neverland? Lorsque Michael Jackson est mort 2009, les fans du monde entier ont pleuré, mais le ranch Neverland a acquis un nouveau statut. Bien qu'il ait été un lieu de fantaisie et de plaisir, le domaine a rapidement été terni par le scandale, la stigmatisation et la controverse, ce qui a fait une propriété que personne ne voulait posséder. Chunk 9. Le domaine Jackson a mis Neverland, vente 2015, au prix de 100 millions de dollars, mais il n'y a pas eu d'acheteur. Au fil du temps, le prix a été considérablement réduit à 67 millions de dollars 2017, puis encore réduit à 31 millions de dollars 2019. Pourtant, il n'y a pas eu d'offre sérieuse. Les experts immobiliers expliquent que ce n'est pas seulement la taille énorme ou l'emplacement éloigné qui effraie les acheteurs, c'est le bagage de la propriété. Les spécialistes prédisent que son lien avec les allégations d'abus d'enfants la souille, tout comme la stigmatisation des scènes de crime associées aux maisons, liées à des scandales très médiatisés. Comme l'a noté Randall Bell, un expert évaluation de biens stigmatisés, Neverland est entaché de problèmes de stigmatisation similaires. La valeur des biens souffre. Les courtiers immobiliers locaux sont d'accord. Suzanne Perkins et Kyle Forsyth, qui ont géré les annonces, ont indiqué que même avec des rénovations de plusieurs millions de dollars à l'aménagement paysager et à la sécurité, le nuage sombre au-dessus de Neverland le rend profondément peu attrayant pour la grande majorité des investisseurs riches. Certains l'appellent scantian, même une scène de crime, soulignant qu'aucun niveau de rénovation n'effacera le scandale lié à son histoire. Les fans de Reddit l'ont résumé simplement, ce n'était pas une aubaine à tous points de vue. Cela valait ce que quelqu'un était prêt à payer. Un autre a ajouté que le caractère unique de la propriété, son parc d'attractions privées et ses éléments de design excessifs signifient que la plupart des gens préféreraient construire leur propre complexe plutôt que de s'occuper de démolir ou de redéfinir ce que Michael Jackson a construit. À la fin de 2020, la propriété a finalement été vendue pour seulement 22 millions de dollars par rapport aux prix initiaux demandés. Elle y a été achetée par le milliardaire Ron Burkell comme une opportunité de banque foncière, probablement plus attirée par le potentiel du terrain que par son héritage. Bref, Neverland ne s'est jamais vendu parce qu'il était trop historique. Ce n'était pas la propriété elle-même qui effrayait les acheteurs, c'était ce que la propriété était devenue. Un scandale, un tollé et un héritage que beaucoup estimaient impossible à séparer. Certains ont même déclaré que la propriété semblait hantée. Repensant à l'histoire de Neverland, il est difficile de ne pas ressentir un mélange d'émotions. D'une part, c'était un lieu né d'une pure imagination où Michael Jackson a essayé de capturer l'innocence de l'enfance et de créer un sanctuaire loin des pressions de la célébrité. D'autre part, il est devenu un symbole de controverse, de mystère et de perte. Cette dualité est ce qui rend le domaine si fascinant, même aujourd'hui.
Ce qui est frappant, c'est la façon dont Neverland reflète la vie de l'homme qui l'a construit. Il était rempli d'émerveillement et de créativité, mais il était également entouré d'ombres qui ne semblent jamais disparaître. Quand les gens pensent à la propriété maintenant, ils ne voient à nouveau pas seulement les manèges ou les jardins, ils voient l'histoire, les gros titres et la douleur qui y sont attachés. Chunk 10. C'est pourquoi, malgré toute sa beauté, ce n'a jamais été une simple maison attendant un nouveau propriétaire. D'une certaine manière, Neverland s'est transformé en monument. Partie mémoire, partie avertissement. Il nous rappelle les sommets incroyables que Michael a atteints tant qu'artiste, mais aussi le lourd tribut de ses luttes. Le silence autour de la propriété dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. C'est comme si le temps lui-même s'était arrêté là, s'accrochant à des secrets qui ne seront jamais vraiment expliqués. C'est peut-être pourquoi Neverland captive toujours l'imagination des gens. Ce ne sont pas seulement des terres et des briques, c'est une histoire gravée dans le paysage, une histoire qui continue de résonner longtemps après la mort de Michael. Pour beaucoup, cela restera toujours plus qu'un simple bien immobilier, ce sera toujours un morceau de l'histoire de la culture pop qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais nettoyer, et cela nous amène à la fin de cette histoire. Neverland est peut-être calme aujourd'hui, mais son histoire suscitera toujours des conversations. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec d'autres et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.